on va reprendre pour la dernière séquence de cette journée. Donc on a le plaisir d'accueillir Marc Barani, qui est architecte, et que tout le monde connaît, et avec qui j'avais eu une discussion il y a 1 an à peu près sur cette question de l'archaïque, et qui semblait intéressé par cette question. Et moi, je trouvais que dans son travail, il y avait une dimension extrêmement justement archaïque, avec toute la complexité qu'on a pu voir aujourd'hui quant à l'installation, notamment au rapport au territoire, au site, au milieu. Donc Marc Barani, avant de faire de l'architecture, a étudié l'anthropologie et a passé 1 an au Népal. Et je me souviens que tu as fait référence à cette année et cette expérience quand on a parlé de l'archaïque. Je ne sais pas si ça sera aussi l'objet d'un commentaire aujourd'hui. Rapidement, oui. Voilà, il a enseigné l'architecture de 1993 à 2003, donne régulièrement des conférences. Vous avez peut-être pu assister à certaines d'entre elles, en France et à l'étranger. En 2008, il reçoit le prix de l'Équerre d'argent du Moniteur pour la gare des tramways de Nice. Il est également finaliste du prix Miss Vendéro en 2009 pour ce projet. Et en 2013, il est lauréat du Grand Prix national d'architecture. Et donc, on est très honoré de l'écouter aujourd'hui. Et je te passe la parole tout de suite. Merci Stéphane. Oui, en aparté, là, pendant qu'on buvait un verre, tous ensemble, on a un peu discuté avec Chris. Et je trouve que la conclusion de Chris tout à l'heure, ou la synthèse, appelons-la la synthèse, c'est une introduction merveilleuse à ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que la notion d'archaïsme, c'est une notion tellement dense et épaisse que c'est pas nous qui en donnons une définition, on est jugé à l'aune de la définition qu'on donne de l'archaïsme. Ça, c'est la première chose, parce qu'elle est éminemment complexe, éminemment mobile, éminemment dense, éminemment impossible à définir finalement. C'est la manière dont on la cerne qui m'intéresse. Quand Stéphane, on avait discuté de ça, c'était voilà, un point de... En fait, l'archaïsme, c'est un point de distance aussi. Et penser l'archaïsme, c'est penser une distance par rapport à notre société et à notre culture, parce qu'il y a culture que quand il y a distance. Donc l'archaïsme, c'est... Vous l'avez dit, vous en avez parlé lors de la dernière table ronde, j'imagine toute la journée, c'est un rapport avec l'initial. Et dans ce rapport à l'initial, la pensée moderne occidentale, parce qu'on va voir que l'archaïsme, ça peut être aussi une manière de voyager, dans la manière dont on le prend en compte. Parler de cette idée d'archaïsme qui devient dans les définitions des dictionnaires obsolète, désuet, qui n'est plus contemporain, etc. C'est bien parce qu'on est dans une notion du temps qui est linéaire, qui est la notion occidentale de la pensée moderne. Or, il y a d'autres temps qui existent. Et l'archaïsme, il prend toute sa puissance, je trouve, quand on le pense à l'aune d'un temps cyclique, comme l'Orient, l'Extrême-Orient le pense. En Extrême-Orient, le temps, il n'est pas linéaire, c'est une espèce de spirale, et les choses reviennent, transformées, évidemment, par l'épaisseur du temps et de l'évolution, mais elles reviennent. La continuité prime sur la rupture. Tout à l'heure, on parlait de « pour en finir avec ». Là-bas, ça serait plutôt pour recommencer avec, parce qu'on finit jamais avec les choses. Donc, ça ramène à cette année que j'ai passée au Népal, où j'ai été imprégné de cette question-là. Ça, c'est le premier sujet. Donc, ensuite, l'archaïsme, pour moi, c'est une manière d'être au monde. Après cette introduction, c'est ça. Et l'archaïsme, c'est la mise en relation des choses. La définition de l'architecture dans la pensée hindoue, c'est l'architecture, c'est la science des correspondances subtiles. C'est une science, donc une connaissance qui s'établit, qui se développe, qui s'enseigne, qui se transmet. Correspondance, on voit bien que c'est un réseau de correspondance entre les choses. Et subtil, c'est ce qui ne se voit pas, ce qui est sous le tissu, d'une manière étymologique. Et pour eux, ça veut dire magique. Donc on est bien dans un dispositif où faire de l'architecture, c'est mettre en relation les choses de tout âge, de toute nature. Et ça nous amène petit à petit à la définition de la conférence que je vais vous faire, qui s'appelle Force et Forme. Parce que quand on est dans un lieu, quand on est dans une époque ou dans une culture, il y a des forces qui agissent, les puissances de la nature, les forces économiques, les forces politiques, les forces sociales, et qui définissent, qui peuvent être la matière première d'un projet à partir du moment où on sait les capter. Les capter, c'est un mot important aussi. C'est pas, les désigner, c'est une chose, les capter, c'en est une autre. Capter des forces, c'est
faire en sorte qu'elle pénètre le projet, qu'elle le transforme. Et puis on peut établir des hiérarchies. Il y a des forces qui sont négatives sur un projet ou positives. Et en fait, recréer un nouvel équilibre dynamique. Donc dans cette question d'archaïsme, je retiendrai l'idée de l'initiale, du premier, mais c'est une idée un peu complexe à manipuler, mais plutôt l'idée de mettre en relation les choses et ne pas les séparer, les penser simultanément. Alors je vais vous présenter, alors ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que, et qui m'a intéressé dans l'introduction sur l'archaïsme, le papier que j'ai pu lire, c'est la dimension phénoménologique de l'archaïsme, c'est-à-dire la relation du corps avec un espace. Et finalement, ce qui nous dépasse, ce qui dépasse la pensée, ce qui nous permet d'être dans un lieu, de sentir des choses, de les raisonner ou pas, de les comprendre ou pas toutes, mais enfin, l'architecture a à voir avec ça. Donc je vais vous présenter plusieurs projets. Le premier thème général, c'est habiter la masse, avec comme sous-thème creuser. Je vais vous montrer plusieurs projets où on a creusé. Habiter des masses qui sont ancrées dans le sol et habiter des masses suspendues. Et le deuxième thème, c'est habiter le vide à partir de structures archénéennes, on pourrait les appeler comme ça, sur certains projets, et puis les franchissements. Un pont, un ouvrage d'art, c'est se projeter et être dans l'air. Donc être dans la terre, être dans l'air. Comme base d'une possibilité pour cerner une notion d'archaïsme. Donc je vous parlais de distance avec la notion d'archaïsme. Voilà. Là, il y a un certain nombre de projets que je vais vous montrer qu'on a fait sur la Côte d'Azur. Et cette Côte d'Azur, quand on la voit d'un peu loin, on la voit autrement que dans la. C'est bon, ça doit aller. Ouais. Merci. Oui, on la voit autrement. On voit que c'est une fine bande de terre, finalement, qui est habitée sur une bande encore plus fine, qui est là. La densité de la ville, elle est là, c'est une sorte de ville linéaire. Donc il y a une mer immense, un immense ciel, et puis une fine bande de terre pentue, et face à la mer, face à l'horizon. Donc on est dans ce dispositif premier, initial, archaïque, je ne sais pas, mais en tous les cas, dans ce rapport puissant entre la pente, 45 degrés à peu près, la roche, la matérialité, la force de la roche qu'on ressent quand on est sur place, et puis l'immatérialité de l'horizon, qui est une ligne très particulière puisqu'elle suit la hauteur d'œil et que c'est le lien symbolique le plus fort qu'on puisse avoir avec la nature, puisqu'elle n'existe pas, elle n'existe que si on la regarde, elle suit notre œil. Donc quand on est face à l'horizon, on est dans un autre monde, on est face à soi, et c'est une espèce d'image pacifiée de l'horizon, mais finalement qui bouscule aussi, parce que être face à soi-même, c'est pas si simple que ça. Alors, le premier projet qu'on a fait sur ce terrain, c'était le premier projet de l'agence, c'est un cimetière qui est à Roquebrune-Camartin, au-dessus d'un cimetière existant dans lequel se trouve la sépulture de Le Corbusier. Donc la pente, l'horizon, on a creusé. On a creusé la pente pour la rendre habitable, pour qu'on puisse y loger des sépultures et pour mettre en scène ou mettre en forme un rapport premier au site d'un visiteur que vous voyez là, dos à la roche et face à l'horizon. Le projet, alors c'est une commande qui est inhabituelle. En France, c'est plus courant en Espagne ou en Italie. Mais la ville de Roquebrune avait fait un concours d'architecture parce qu'ils avaient besoin d'une énorme densité sur un terrain petit, une sépulture par mètre carré. Un cimetière paysager, c'est à peu près 15 mètres carrés par sépulture. Et donc on a proposé ce dispositif, creuser la montagne avec 3 grandes failles dans lesquelles il y a des enfeux sur les côtés. Donc une densité extrême pour pouvoir faire en sorte qu'il existe encore un peu de paysage. Une deuxième figure de regroupement de sépultures qui sont l'enceinte ici, qui évoque le mur d'enceinte des cimetières. Une troisième qui sont des chapelles, qui évoquent les chapelles familiales et qui sont sur la crête. Aujourd'hui, la première partie est réalisée et le cimetière doit s'étendre face par face. Donc ce cimetière, je parlais en introduction de relier, la mort, elle est vécue aujourd'hui comme une rupture. On a essayé de faire en sorte que le lieu de la mort puisse être ouvert et puisse devenir un lieu un paysage, un parc qui puisse être traversé.
avec cette grande, ici, plateforme, et puis le sentier, vous voyez, qui monte sur la partie haute. Donc le plan général, pour comprendre cette partie que vous avez vue en maquette là, avec ici le cimetière initial qui est sur plan carré, c'est le symbole du ciel, il y avait une chapelle. La deuxième partie qui est ici qui est organisée de façon régulière avec un axe central, et puis des successions réglées de tombes et d'allées, un peu comme la ville traditionnelle, qui est faite d'une succession réglée d'îlots et de rues. Et puis vous voyez qu'on peut établir un parallèle avec l'urbanisation dans les cimetières méditerranéens en tous les cas, parce que là on serait sur des très fortes densités, mais ça pourrait correspondre plus ou moins aux banlieues, c'est-à-dire avec des fortes densités, mais sans organisation ni symbolique, ni vraiment réellement rationnelle. Ça part comme ça peut, on arrive là, on ne sait plus, donc on repart là, on reprend la courbe de niveau, et ça crée des zones assez difficiles. Sachant que la densité ici doit être deux fois et demi supérieure à celle-là, donc avec une pente beaucoup plus forte. Donc d'une certaine manière, on fait la charte d'Athènes pour les morts, c'est-à-dire qu'on densifie les sépultures ici pour laisser exister le paysage. La première partie du projet réalisé avec un socle qui est là, et vous voyez qu'il n'y a pas de portail. Donc c'est une exception, ça doit être peut-être le seul cimetière en France qui n'en a pas, puisqu'on a bagarré pendant quelques années pour avoir une dérogation, parce qu'un cimetière doit être fermé. Donc l'idée, c'était que ça soit un lieu ouvert, sur un socle, et ce socle vient recevoir l'enceinte, la figure de l'enceinte que je vous ai montré, puis la faille qui est au bout, qui est creusée à même la roche. Les morceaux de roche, les murs étant faits de l'excavation ici de la faille. Donc on arrive à l'entrée de la faille, dans un espace qui est dédié plutôt à l'eau. Et la question était comment faire des entrées symboliques ou des seuils à partir du moment où on n'a pas de portail. Comment on fait ressentir le sacré. Le cimetière, c'est un lieu sacré. Et quels moyens, quels outils on se donne. Donc on est sur cette grande plateforme avec un saut de loup au bout, c'est-à-dire qu'il y a un danger de chute de 70 cm qui est toléré. Et du coup, le vrai danger de chute qui est plus loin à 10 mètres, il n'existe pas. Et donc, c'est un dispositif qui peut fonctionner. On n'a pas de garde-corps en clair. On est projeté directement sur la ligne d'horizon. Et au même endroit, lorsqu'on se retourne, on a ça. C'est-à-dire, autant la première composition est horizontale, autant la deuxième est verticale. Elle est liée à la roche, à ce binôme dont je vous parlais tout à l'heure. C'est du béton bouchardé. Vous voyez une fente dans le mur qui donne la direction du ciel. Et donc on est sur un lieu où, je parlais du corps tout à l'heure, être vivant, c'est être debout sur un horizon. Donc cette sensation de verticalité qu'on ressent physiquement dans les épaules quand on est là-bas, face à l'horizontalité absolue de la mer, elle donne la direction des symboliques religieuses, notamment la croix. Il y a d'autres symboliques qui prennent en compte et qui travaillent à partir de ces deux directions. Parce qu'en fait, le cimetière est un lieu laïque, c'est pas un lieu religieux, mais en même temps, bon, il y a il y a une représentation religieuse permanente dans les cimetières. Donc verticale, horizontale, voilà, au même endroit, juste en tournant le corps pour sentir et mettre le corps au centre de la perception du lieu. Donc le premier niveau qui est lié à l'eau, le second qui est creusé, qui est lié à la roche, à la terre. Vous voyez que le béton est bouchardé, c'est-à-dire qu'il est tapé, il est coulé d'un seul bloc pour donner l'impression d'excavation. Vous avez les enfeux, aujourd'hui, ils sont habités comme dans les cimetières italiens avec les photos, les fleurs, etc. Et au dernier niveau, après être monté, avoir fait une volte-face, on est face au ciel, avec ce cas de puissance, c'est-à-dire à l'abri du monde et face au ciel. Donc on a les trois éléments, l'eau, la terre et le ciel, qui sont articulés par le parcours, avec l'idée simple et pour nous évidente que la seule réponse qu'on pouvait fournir à la question de comment dessiner la mort des autres dans une société où la mort est tabou, où c'est très compliqué de parler de la mort, puisque aujourd'hui, si on meurt, c'est parce que les médecins n'ont pas su nous soigner. On ne meurt pas parce que c'est un cycle naturel, on ne meurt pas parce qu'on est dans un dispositif naturel. Donc, ce cimetière consiste en réalité à faire en sorte de poser la question
de notre destinée, mais à l'abri du monde et dans un lieu serein, face au soleil, et en accord avec les puissances de la nature. Le deuxième cimetière, donc le premier cimetière que je vous ai montré, il est lié à la vision méditerranéenne des cimetières, c'est-à-dire l'envers de la ville. Je vous l'ai expliqué par ces parallèles. Le deuxième mythe qui constitue les cimetières, c'est le cimetière paysager, et il est lié à la nature, aux puissances de la nature, et il est diffus et positionné dans la forêt. C'est le mythe de la forêt, c'est les pays du Nord. Donc on est à Valbonne, pas très loin de Rocabrune-Camartin, toujours sur la Côte d'Azur, sur un site qui est le suivant, qui est comme ça. Il y a un sentier qui existe là, comme ça. Et puis la ville se propose de faire le cimetière. Alors un cimetière, de clôturer la parcelle complètement, et puis ensuite de réaliser par tranche. Un cimetière, ça se réalise par tranche, c'est pas un investissement qui se fait d'un seul coup. Et donc, en se baladant sur le terrain, on se rend compte qu'il y a des sangliers qui passent, il y a des chevaux avec des cavaliers. Enfin, c'est un lieu qui est habité, qui est traversé. Et on se dit que c'est un peu idiot, déjà, dépenser beaucoup d'argent pour clôturer l'ensemble du site, de le stériliser, pour aller réaliser petit à petit des enclos. Donc on part sur un autre principe et on se dit, on va, en fait, ça c'est le bâtiment d'entrée avec le dépositoire et puis les locaux techniques, on va faire une série d'enclaves qui viennent s'accrocher à la voie et qui laisseront toute la perméabilité au site. Alors on est toujours dans le thème du creusement, parce qu'au moment de dessiner ces enclaves et ces enclos, en fait, c'est un terrain qui avait servi à la construction navale pour partie. Il y avait des chênes verts qui étaient coupés pour faire des bateaux, et puis des excavations que vous voyez ici, de sable. Et le terrain, voilà, il est fait de ces parties-là. Et donc, on a profité d'une excavation ici, notamment, pour venir implanter donc ces enclos à partir d'un creusement ou de l'accentuation légère. Celle-ci, c'est pas le creusement fort et puissant du cimetière de Roquebrune, mais ça relève encore du creusement, de notre rapport à la pente. Donc la coupe, je vais y arriver, ouais. La coupe, on voit que la pente n'a rien à voir, elle est plutôt douce, et puis ce bâtiment qui sert de signal, puisque là encore se pose la question de l'entrée, comment on entre si c'est pas clôturé, c'est pas une porte. Comment le bâtiment il est capable de regarder vers l'entrée et de regarder vers le cimetière. Donc on a cette figure-là, ici les locaux techniques, le dépositoire, une entrée, le cimetière qui se développe au-dessus, vous voyez un des murs des enclos, l'entrée qui se situe dans une faille, et puis le dépositoire qui tourne le dos à l'entrée, mais qui regarde le cimetière lui-même, qui se déroule sur la route, le sentier dont je vous avais parlé. Voilà le plan, ici, du premier enclos, avec un mur de pierre, et puis la partie excavée, doucement, accentuée, et ici, l'ossuaire. Alors ça, c'est un point symbolique important, parce que dans les cimetières, c'est plus la dernière demeure, on parle plus de dernière demeure, puisqu'il n'y a plus de tombe à perpétuité, on parle de dernier hôtel d'une certaine manière. La vraie dernière demeure, c'est l'ossuaire. Donc c'est le centre de gravité du cimetière, on le pose au centre, avec le symbolique particulière qui est celle de la spirale, le temps cyclique, etc. Et voilà, avec une partie en bascule, et vous allez voir que la coupe, l'ossuaire qui est là, c'est lui qui ancre dans la pente le cimetière. Vous avez une horizontale, on est sur le point de bascule, à partir de là on creuse, et à partir de là on est légèrement en surélévation, et donc l'axe structurel qui pose le cimetière dans le site est là. Avec donc cette grande horizontale qui donne à lire peut-être une réminiscence de l'horizon de Roquebrune, en tous les cas cette horizontale qui donne à lire les légères déclivités, la puissance du sol qui peut se jouer là en l'occurrence sur 30 cm. Et puis tout le dispositif qui vient creuser, accentuer légèrement une carrière de sable qui a existé, avec ici les enfeux ou les caveaux qui vont être habillés par la suite, l'ossuaire, et puis là ce qu'on appelle les pleines terres, c'est-à-dire les sépultures pour les gens qui ne peuvent pas se payer de caveaux, c'est-à-dire les pauvres, et à qui on a voulu donner par la pierre et l'adossement des sépultures à la pierre une dignité. Les autres extensions, les autres enclos qui se développent, chacun avec le même thème, dans cette forêt, et qui encore une fois se traversent
Et on a une autre manière là, sur ce projet-là, mais qui est sur le fond la même que pour le cimetière de Roquebrune, une manière de tisser des relations spirituelles entre l'homme et puis ce qu'il peut percevoir de la nature. Là, on est à Paris. Hop, donc fini la mer, le ciel. Il y a toujours du ciel, mais il n'y a pas la mer. On est à Bagneux et on est sur une gare du Grand Paris. Donc une gare très étroite qui est là, ici, son périmètre souterrain, il est là. Coincé, oui, on peut le dire, entre deux immeubles qui doivent se construire, et sur un lieu qui va devenir un pôle multimodal, parce qu'on a la station de la gare 4, ici, qui est fait par Finn-Gieppel, un parvis qui est en train de se déterminer, la gare, et puis un échange de pôle multimodal de bus avec notre gare. Donc, très peu d'assises, très peu d'ampleur pour pouvoir s'accrocher à la ville, mais en revanche, une position stratégique entre la place et puis, à l'arrière, un projet urbain qui se développe, qui densifie et requalifie ces espaces. Donc on a pris naturellement l'idée d'une gare traversante, ouverte dans la journée, c'est-à-dire qu'on peut passer à travers la gare, ça c'est les rez-de-chaussée des bâtiments qui devront se construire, et puis on descend progressivement sur une gare profonde, elle est étroite et profonde, à 37 mètres. Donc, c'est une masse soulevée avec une grande structure et un puits de lumière central. Donc là, il y a quelques commerces qui vont s'installer en rive, donc on voit comment on peut traverser les choses. Arriver donc à ce puits de lumière qui est l'axe mundi d'une certaine manière, vous allez le voir sur la coupe, de la gare. C'est-à-dire on traverse, on a cette structure de grande portée, le patio et puis les accès sur les côtés. Alors, on a travaillé sur ce projet, une idée simple, mais qu'on a eu beaucoup de mal et qu'on est toujours en train de bagarrer pour l'amener à bout, c'est que quand on est dans des transports en commun, qu'on descend au centre de la Terre, qu'on descend dans la Terre, c'est pas rien. Si je rappelle mes souvenirs népalais, pour eux c'était complètement inconcevable d'aller sous la Terre, parce qu'il y a des puissances, il y a des divinités, etc. Donc bon, je dis pas qu'il faut revenir à la perception népalaise du sous-sol, mais en revanche, c'est très étrange que, enfin ça m'a toujours paru étrange que quand on descend dans une gare, quelle que soit la profondeur, on a toujours les mêmes matériaux, les mêmes espaces, les mêmes lumières, et on descend juste, c'est l'escalator qui vous fait descendre, on arrive en bas, on est à moins de 37, moins de 10, moins 20, moins de... tout est pareil. Donc on a essayé de travailler cette idée de descendre dans la terre, cette idée de la grotte, cette idée de la perception physique, puisqu'on avait une gare assez étroite, de ce que c'est que de descendre au fond de la terre, enfin profond, 37. Le puits de lumière, il est central, donc on a deux thèmes, celui de la grotte, je vous en ai parlé, de la présence de la matière, et puis une autre métaphore, peut-être celui de l'apnée. Quand on descend en apnée, qu'on plonge, on va vers la pression, vers le sombre, et on remonte vers la lumière. Donc le puits de lumière, il est là, il est central. On chemine comme ça à travers les tickets, toutes les informations voyageurs, etc. On arrive sur ce premier plateau qui est un léger affaissement, comme en géologie, et qui permet à partir de là de descendre, de se glisser dans la matière pour arriver jusqu'à cette grande mezzanine, et de nouveau redescendre, là dans un univers plus normalisé, puisque la ligne a son cahier des charges, qu'elle doit être définie comme une identité cohérente de la ligne, ce qui est tout à fait normal. Voilà, donc quand on arrive, on est là, la Perse que je vous montre, on est de ce point de vue-là, on voit tout ça, on est donc sur le puits de lumière est là, puissant, il éclaire de lumière naturelle tout cet endroit. On est sur ce premier affaissement, c'est en béton, et on descend progressivement dans le goulot d'étranglement, qui sera en béton strié, matricé. Aux parois légèrement inclinées, pour simuler la poussée des terres, et pour arriver dans cet endroit où on va prendre place en mezzanine. Pardon. Donc on voit toutes les épaisseurs, les escalators qui sont là, les butons qui sont en béton et qui tiennent les parois de la gare, et pour arriver ensuite avec une mezzanine, arriver sur les quais ici. Et cet espace-là, qui est figuré là, c'est le lieu d'une position d'artiste, pour ça artistique, c'est pas tout à fait ça, mais Tatiana Trouvé,
qui est de Nice aussi, ou qui a fait des études à la Villarson, a proposé voilà, de travailler la matière, elle a bien compris le sujet, et de faire de ce sol, en amenant, comme à Central Park, des roches naturelles, une ambiguïté entre la roche naturelle et roche artificielle. Alors ça, c'est une chose. Donc on a vu comment les séquences spatiales sont travaillées, hein, pour descendre. Voilà, on est là, on descend, et puis on descend progressivement, et on veut travailler l'acoustique aussi. Et là, les normes sont terrifiantes, mais petit à petit, point par point, on y arrive. L'idée, c'est de renforcer la sensation spatiale avec la lumière. Bon, on la voit, lumière naturelle, lumière artificielle, on voit à peu près autour de quoi ça tourne. Et puis avec l'acoustique aussi. C'est-à-dire que quand on est en haut, voilà, là on est dans la ville, il y a le bruit de la ville. On arrive au premier niveau, qui est celui-là. Là, on a des parois et des plafonds complètement absorbants, c'est-à-dire que d'un coup, on a une espèce de silence. Hein, les pas qui résonnent, tout ça, on les entend plus, c'est absorbé. Et puis, au fur et à mesure, on va descendre, on va travailler l'écho pour arriver, voilà, progressivement, comme dans une grotte ou comme dans une cathédrale, au fait que les gens qui marchent ou les gens qui parlent, ça produit de l'écho et ça dilate l'espace, jusqu'à la station elle-même qui, de nouveau, se retrouve dans un univers où le son est absorbé. Cette dimension du son, elle me paraît essentielle pour accompagner cette idée d'espace, de grotte et de descente dans la Terre, mais elle est en but aux normes. Donc on est en train de voir avec les acousticiens pas à pas comment on peut dérégler les normes, comment c'est lié aux écoutes sonores, enfin c'est lié à toute une série de choses, certaines qu'on comprend, d'autres qu'on comprend moins, et comment on peut faire du son une matière première pour l'architecture. Ça, c'était creusé. Maintenant, on va parler d'habiter de la masse. La masse étant un prolongement du sol sur ce projet, qui est le tribunal de grande instance d'Aix. La ville d'Aix, l'emplacement des anciens remparts ici, on voit bien hein, la densité entre la ville dense et puis la ville qui s'est développée avec des équipements qui ne pouvaient pas trouver place là, une fois que les remparts ont été démolis, le palais de justice et puis le cours Mirabeau est dans l'axe, ici le terrain sur lequel doit prendre place le nouveau palais de justice. Le chantier va démarrer à l'automne. Donc palais de justice, c'est ça. Et on nous posait la question de comment représenter aujourd'hui, retrouver une symbolique pour la justice qui renoue d'une certaine manière avec l'autorité, une autorité plus souple de la justice. Parce qu'on a fait beaucoup de palais de justice dans les années 70 qui ressemblaient à des médiathèques, entre guillemets, des lieux ouverts, et ils se sont rendus compte qu'il y avait la justice qui y était rendue, elle avait du mal à être acceptée parce que le lieu n'était pas assez solennel. Enfin, il y a toute une série d'études qu'ils ont fait qui est assez intéressante. Donc, tu n'es pas obligé de revenir au fronton, et c'est ce qui caractérisait le mieux la justice, donc l'autorité, l'ordre, voilà. Or, le fronton, vous avez compris mon obsession pour le sol, le rapport entre le sol et le ciel, ça dit quoi? Ça dit ces colonnes qui poussent, ici, la culture et l'entablement, avec une signification vers le ciel. Donc un rapport des forces knotiennes avec le ciel. On a repris la même idée sur notre projet, voilà, le fronton tel que je vous décris, avec des blocs, ici qui pousse vers le ciel la partie administrative où se prépare la justice. Donc on a distingué la justice qui se rend dans les salles d'audience ici de la justice qui se prépare, qui s'étaye sur la partie supérieure. Donc voilà, le rapport avec le ciel et le rapport avec le sol. Donc ces masses qui laisse présager un bâtiment sombre à l'intérieur, en réalité, travaille un thème de l'oxymore. On verra comment la masse est éclairée, comment finalement à l'intérieur elle est légère. Quand elle se situe sur le cours Victor Hugo ici, ben c'est l'idée du palimpseste, hein, c'est-à-dire ça rappelle la muraille, les anciennes murailles, on est à peu près sur cette position-là. Voilà, on voit une élévation du projet avec ces boîtes fracturées, la partie où les juges et les greffiers préparent la justice, et puis le rapport que le bâtiment entretient avec le cours. Il y a un socle avec la logistique, les espaces sécurisés, les salles d'audience, les salles d'audience de cabinet, puis au-dessus,
un bâtiment à patio sur lequel il y a les bureaux qui permettent à la lumière de descendre. Donc on voit que la perspective était prise comme ça. On rentre à l'intérieur, on a la salle des pas perdus, qui est un des centres de gravité d'un palais de justice, où les gens attendent avant d'aller dans les audiences et que les jugements soient rendus, et qui, elle, est ouverte comme un canon à vue sur le paysage, et fermée directement depuis la rue. La partie administrative au-dessus, où, mais je vais y revenir après, on voit qu'il y a très peu de points porteurs. Il y a beaucoup de cloisonnements, ça c'est les cloisonnements, donc on est sur un bâtiment flexible, mais avec peu de points peu de points porteurs, notamment au regard du séisme, parce qu'on est à Aix sur une zone sismique forte. Donc plus on monte, plus on a besoin. Donc ça veut dire que les boîtes, on parlait de force et de forme, là en l'occurrence la force du séisme a induit une forme au projet, et son ancrage dans le sol, il n'est pas que symbolique, il correspond à la fois à l'histoire avec le palimpseste, les remparts, mais aussi à une manière d'intégrer cette question du séisme. Donc là, on voit les patios et la manière dont la lumière peut descendre en réalité jusqu'au cœur du projet. On le voit ici aussi, sur la salle des pas perdus, dans les salles d'audience de deux manières. Et ce qui produit, voilà, une salle d'audience qui, malgré le fait qu'elle soit dans un bloc de béton hyper dense, au mur légèrement incliné, permet à la lumière de pénétrer dans le dos de l'image et puis devant. L'autre question aussi importante, voire fondamentale dans une salle d'audience, c'est qu'est-ce qu'on met derrière le juge. Quand la justice se rendait au nom de Dieu, il y avait une croix, et puis quand elle s'est rendue, quand elle est devenue laïque, derrière, il y avait soit des tableaux de paysages, soit... Enfin, en gros, c'était les artistes qui occupaient le lieu. Et là, on a préféré, plutôt qu'une œuvre, proposer une profondeur et proposer une vue sur le réel, sur ce qui se passe dehors. Là, les arbres, en l'occurrence, ça tombe bien pour la justice, mais ce n'était pas vraiment le sujet, on pourrait voir autre chose. C'était surtout que cette espèce d'intensité, de densité très forte de la responsabilité de rendre la justice, elle pouvait se diluer à certains moments quand on en a besoin pour que la pression tombe et qu'on puisse être plus serein face à la peine qu'on attend ou à la décision qu'on doit prendre par un contact avec l'extérieur. Et la salle n'est pas perdue elle-même, qui a un plafond diffusant la lumière pour qu'elle soit douce, et qu'on ait cette... là, il y a la vue sur le paysage au bout, et qu'on ait vous voyez, cet oxymore, cet équilibre entre puissance et douceur. La puissance du béton, et puis la douceur de la lumière et l'équilibre des proportions. En tous les cas, c'est ce qu'on a cherché. La vue de l'extérieur. Après extension, la salle n'est pas perdue, peut se prolonger là, ici. Donc une série de blocs, c'est la même idée que sur la rue. Alors, je vais vous parler de ces boîtes qui ont un léger fruit, vous le voyez, qui sont contreventées, pour résister au séisme et pour permettre à ce bâtiment au-dessus d'être très ouvert, très aérien, avec le moins de points porteurs possible, puisque finalement c'est tellement rigide que ça restitue le sol ici. C'est comme si cette boîte était posée sur le sol et pas en l'air. Sachant que le séisme, évidemment, quand ça bouge, ça produit des forces considérables. Voilà, si on retourne dans le temps, cette forme de contreventement, elle existe, c'est à Machu Picchu. Et puis c'est une petite parenthèse, mais pour illustrer la question des forces et des formes qui peuvent être universelles, vous voyez l'assemblage irrégulier, ici, des pierres. Je n'avais pas compris tout de suite pourquoi cet assemblage était irrégulier. On le voit là aussi, avec des délinteaux, des décalages. Et puis, ça c'est le soubassement d'un temple au Japon. C'est irrégulier aussi, de la même manière, de façon plus géométrique. Et le soubassement à Delphes, du temple d'Apollon, qui est fait sur le même modèle. En réalité, cette irrégularité-là, c'est le dessin des pierres pour que le séisme, ça secoue à l'horizontale, ça secoue à la verticale, et cet emboîtage des pierres, ça s'assemble et ça contrevente, et ça rend le mur plus résistant. Ce qui est fascinant, c'est qu'on est évidemment en Grèce, dans la Grèce antique, on est au Japon, au Machu Picchu, dans des époques différentes, dans des lieux différents, mais la solution technique qu'ils ont trouvée et qui est exprimée directement dans l'assemblage est la même.
l'archaïsme universel. C'est encore notre thème. Cet archaïsme universel, quand il est lié au bon sens, il fait que les Espagnols, quand ils arrivent à Cisco et qu'ils rasent la ville Inca, ils gardent le soubassement. Ils ne sont pas complètement idiots. Ils se disent, tiens, il y a un dispositif massif qui tient, la ville n'est pas tombée, il y a du séisme, donc on le garde, et on construit en léger dessus. C'est ce qu'on a fait, sans le savoir, parce qu'en fait, ça s'est croisé hein, entre la conception qu'on faisait à Aix et puis ma visite à Cisco. Mais c'est le même thème. Donc le palais de justice d'Aix, il est construit sur le même dispositif. Et c'est un dispositif qu'on avait déjà testé pour une villa qu'on a construit à Cannes, qui est faite de... C'est un grand pont avec une grande toiture en porte-à-faux. Il y a des questions de paysage, de lien avec le paysage, où on est ancré dans le sol par des blocs en béton très denses et sur une construction légère, parce qu'il y a 3 fois rien hein, qui tient la partie haute. Puisque plus on est léger en tête, plus on résiste au séisme. Donc c'est encore la même histoire qui se déroule. Avec la toiture en porte-à-faux ici, qui est en métal. Bon, après, on a joué des ambiguïtés entre métal, pierre, etc. pour faire les choses. Mais enfin, on est sur l'idée, puisqu'on était dans le creusement, là on commence à annoncer l'idée aussi d'effleurement, d'envol, d'ouvrage. Voilà. Cette villa, on pourra décrire rapidement, elle met en relation l'avant, l'arrière. Si le bâtiment était posé, ça ne serait pas le cas. Elle capte le paysage, elle essaye de capter tout ce qu'il y a autour et de dilater son espace dans l'espace naturel proche du jardin et lointain de la vue, où on voit que la pente naturelle du sol, ici, elle est respectée et on vient juste se poser dessus. Là, avec le porte-à-faux allant du séjour, la vue sur le site, 3,20 m de hauteur, l'hauteur d'œil, c'est 1,60 m, donc l'horizon est pile au milieu de la hauteur du séjour. La partie soulevée des chambres, où on voit qu'il y a une ambiguïté de traitement de matière. Là, c'est du béton. Et là, c'est de la pierre sur nid d'abeille pour aller au bout de la légèreté et de la résistance des matériaux. Mais on l'a traité dans la même dimension que les planches du coffrage, ce qui fait que de loin, on ne fait pas la différence entre la pierre et le béton. On a choisi une pierre qui est assez proche. Quand on s'approche, on voit le béton, on pense que c'est du bois parce que c'est le joint qui détermine le matériau et après on voit que c'est de la pierre. Donc on a cette espèce de perception que le mur blanc des modernes n'a pas. Au fur et à mesure où on s'approche, on voit des choses différentes. Et puis, vu d'en haut, où je vous parlais de cette fameuse porosité et ce lien qu'il y a entre la maison, le fait qu'elle soit transparente à la vue, c'est des chambres d'amis donc qui peuvent se fermer, mais quand les amis ne sont pas là, le bâtiment il est transparent. Voilà, avec cette relation au site particulière. Toujours dans le même thème, là je vais vous présenter l'école de la photo d'Arles. On est en chantier, on va la terminer en mars de l'année prochaine. Donc le boulevard Victor Hugo, les anciens ateliers, au niveau des voies ferrées, ici il y a les anciens ateliers sur lesquels il y a les rencontres d'Arles, vous connaissez sans doute. Le terrassement il est parti tout là, donc toute cette partie du terrain là où s'implante l'école est à moins 7 mètres par rapport au boulevard, et puis le projet de Guéry, qui est ici, en socle, avec ses salles d'expo, et puis sa tour de blocs d'aluminium qui pointe vers le ciel. Donc le projet, faire une école, aujourd'hui, je vais vous présenter un projet d'école d'architecture qu'on a perdu à Marseille. Les écoles aujourd'hui sont faites sur un thème, sur un double thème qui est intéressant, en tous les cas pour la formalisation architecturale. Elles doivent être à la fois introverties et extraverties. Extraverties parce qu'elles doivent être en relation avec le monde, et introverties parce que, quoi qu'on en dise, en tous les cas c'est ma perception des choses, quand on doit inventer, on doit le faire à l'abri du monde. On peut pas, il y a 2 temps, il y a être dans le monde, mais au moment de l'invention, il faut être à l'abri. Les écoles qui sont ouvertes et qui participent du principe que les ateliers sont ouverts sur tout le monde, c'est peut-être une école de commerce, mais ce n'est pas une école d'architecture. Donc, Arles, 2 figures, une grande barre ici, métallique, qui rappelle par sa proportion les hangars, et puis une figure de patio, ici, qu'on retrouve dans la ville traditionnelle d'Arles. Donc 2 figures traditionnelles, celle du patio, en pierre, en l'occurrence en béton, et puis celle de la grande halle, en
métal. Donc depuis le boulevard, on a juste 4 noyaux, une transparence absolue. Là, c'est la partie extravertie de l'école, lieu d'exposition, Fab Lab, auditorium. On descend d'un niveau pour être un mixte, ça continue à accueillir du public avec ici la bibliothèque, et puis on commence à voir les salles de cours autour du patio. Et quand on descend en bas, on est au cœur du dispositif, centré sur le patio et ancré dans le sol. Donc, c'est cette figure archétypale, une grande dalle soulevée, transparente, au regard, qui permet de voir l'église depuis le boulevard, et puis, au fur et à mesure où on descend, on rentre dans la matière, on rentre dans des lieux de plus en plus fermés. Alors évidemment, le bloc de béton rappelle ici la roche qui est excavée. Le terrain naturel était quelque part par là. Voilà. La façade sur rue, simple, 140 mètres de long, 4 plots et transparence. Ça donne ça, avec le bâtiment de Guéry, et donc l'idée de mettre en synergie le paysage, l'école et le bâtiment de Guéry sur cette grande horizontale. On descend d'un niveau, et là la lumière aussi, il n'y a pas que l'intimité, elle va aussi avec le travail de la lumière qui commence à être filtrée, cadrée, à travers le patio, à travers ces pièces qui... On voit comment la grande toiture va adoucir la lumière pour qu'elle pénètre progressivement jusqu'à la salle de lecture et dans d'autres lieux. Et le patio, qui lui est vraiment le lieu de l'espace introverti, avec les salles de cours autour, et ce gradin qui est donné aux étudiants. Et l'image, on voit donc cette figure un peu récurrente, qui finalement, d'une certaine manière, est la même que celle... Ce sont des projets dans le sud, qui est la même que celle du TGI ou que de la villa. Le bâtiment comme un prolongement du sol et de la roche. Là, on voit aussi que Guéry, finalement, en faisant le projet, que j'ai compris sa tour au début, je ne la comprenais pas vraiment, mais il y a un rapport avec les montagnes des Préalpes, et puis cette roche qui est là, ici, comme ça, d'une autre manière, évidemment. Et voilà, les 4 blocs qui soulèvent des plateaux, qui sont comme des sols soulevés, et puis cette grande toiture, linéaire, horizontale, à l'abri, et en connexion avec la ville, le lourd, le knotien, le tectonique et puis l'aérien. L'école d'architecture de Marseille, c'est un concours qu'on a fait il y a quelques mois, qu'on a perdu. Porte d'Aix. Alors c'est un endroit particulier parce que dans la notion d'archaïque, il y a l'idée de réminiscence, il y a l'idée de résurgence, il y a l'idée de palimpseste, et c'est un sujet qu'on a voulu travailler sur la Porte d'Aix. Parce que les lieux sont têtus, et on a beau essayer de les transformer, on a beau faire ce qu'on veut sur les compositions, etc., il leur reste quelque chose, il leur reste une force. Et ce qui reste à la Porte d'Aix, malgré les aménagements qui sont faits, qui sont bien faits par ailleurs, c'est que c'était un rond-point, c'est que c'est sur un axe très fort, et la colline. Donc ce qui reste vraiment de façon très puissante, ce que j'ai trouvé là-bas, c'est la colline, et puis cette sensation de giration qui, malgré la composition comme ça des arbres du bâtiment par rapport à la Porte d'Aix, reste présente. Donc le projet se situe ici, en proue de toute l'université qui descend, avec cette pente forte, on a une pente très forte, et nous on a imaginé que pour tenir cet espace comme ça, qui a toujours tendance à swinguer et à partir, il fallait quelque chose de puissant, une masse forte, et puis qu'il fallait aussi révéler le sol, cette force de la colline. Sachant aussi que Marseille est une ville extraordinaire parce qu'elle est à la fois violente et poétique. C'est une ville romantique mais extrêmement dure. Là, il y a le soleil, il y a le vent, il y a de la castagne, parce que le soir, la Porte d'Aix, c'est pas un lieu tranquille. Il y a du deal, il y a de la culture. Enfin, c'est ce mélange typiquement marseillais qui est absolument extraordinaire. Donc, le projet est là, on l'a fait autour d'un patio où il y a une cheminée d'évacuation qu'on a traité d'ailleurs du métro qui passe dessous. Et puis de trucs, le terrain étant là. Voilà, ça donne ça.
la porte d'Aix, ici un bâtiment universitaire tramé, hein, comme on fait beaucoup aujourd'hui. Et puis nous, on est parti sur autre chose, une masse avec des fenêtres en bande striées de brise-soleil, et puis cette notion d'introverti extraverti, qui est récurrente ici aussi, là elle est inversée, c'est-à-dire la masse est soulevée, et ici on a très peu de points d'appui, on a un bâtiment pont de 30 mètres de portée, enfin deux, vous allez le voir, et tout ça est ouvert très largement, à hauteur d'œil. On voit l'intérieur de l'école complètement, dans toute sa profondeur, sans appui, quand on est à hauteur d'œil, on voit à peu près la taille. Hein. Et au-dessus, ce sont les ateliers, on se pose la question d'un atelier, quoi, qui sont centrés sur le cœur du projet. Donc ça donne cette idée, le dialogue avec la porte d'Aix, la force du sol qui monte, avec le bâtiment qui se pose dessus, les deux bâtiments-ponts qui structurellement portent d'un côté à l'autre, la grille de ventilation du métro, qui aurait pu être une grille traitée comme ça, on en a fait une sorte d'axe principal, on va voir comment ça tourne. Le fait que le projet est très largement ouvert à hauteur du piéton sur l'espace public, transparent quasiment. Le rez-de-chaussée, avec le forum, tout cet espace, puisqu'on referme le truc, et en surface c'était donné en plus, les amphis, le lieu d'expo. Enfin, ce sont des lieux ouverts, on peut en faire, on voit bien que comme il n'y a pas de point porteur, on peut en faire à peu près ce qu'on veut. Au-dessus, les salles de... C'est une école, je dis école d'architecture, c'est pas l'école d'architecture, c'est l'IMVT, l'Institut méditerranéen de la ville et des territoires. C'est-à-dire qu'il y a une école d'urbanisme, et je me corrige, une école de paysage et une école d'architecture. Et l'idée, c'était de faire en sorte qu'il y ait une synergie entre ces trois entités, entre ces trois catégories d'étudiants. Donc là, on a des salles... technique, rangement et recherche, et puis voilà, la distribution qui est absolument flexible, puisqu'on n'a pas de point porteur, mais surtout, on voit assez vite comment voilà, l'école du paysage, elle peut aller là, ou elle aller là, ou elle peut s'éparpiller. En fait, on est absolument libre par la figure archétypale du bâtiment sur patio, c'est ce que Alvaro Siza appelait les compressions typologiques, hein. On peut faire à peu près ce qu'on veut d'une forme qui se referme autour d'un patio. Là, on a le tunnel d'évacuation. Et tout en haut, sur les toits, les lieux pour les étudiants, les serres pour l'école du paysage, et puis l'administration. La coupe, où on voit comment le sol file et structure un lien avec les espaces qui ont des prolongements directs. Et puis au milieu, là, vous percevez des passerelles, on est sur un dispositif qu'on va voir par la suite. Donc, la masse fracturée, on rentre, on se glisse sous l'entrée. Là, il y a 30 mètres de portée. On voit, avec des vitrages rétractables, enfin, qui se collent sur les côtés, une terrasse liée au premier niveau, et puis un amphithéâtre naturel dehors, et puis tout le sol qui existe comme ça, qui monte en haut, tout le sol naturel, avec la tour d'aération du métro qui devient l'axe central du bâtiment qui, tout en étant fermé, enfin il était fermé de façon relative, il était fermé visuellement parce qu'il est ouvert par les fenêtres en bande et puis les brise-soleil horizontaux assez profonds. Là, il est complètement ouvert, les brise-soleil au-dessus filtrent la lumière, il est complètement ouvert avec, sur les coursives, la lumière arrive et pénètre dans les salles, et puis avec des prolongements extérieurs en terrasse, qui fait que on voit comment le lien entre les différentes écoles va pouvoir se produire de façon la plus simple et naturelle possible, sachant qu'on a un parcours à l'intérieur et puis un parcours à l'extérieur avec les escaliers qui permet de cheminer dans tout le projet. Donc là, c'est le cœur vivant, cette espèce de lieu de synergie entre les savoirs, mais dont on sent bien que, voilà, je vous parlais d'être à l'abri du monde, on est connecté avec les autres étudiants, on est quand même à l'abri, entre guillemets, de la ville. On continue à monter, plus on monte, plus le bâtiment s'ouvre, d'une certaine manière, pour arriver à la bibliothèque qui, elle, est en connexion avec la partie haute de la ville et qui est visible directement depuis un grand escalier. On voit l'intérieur de l'école, la bibliothèque, en surplomb sur le jardin en cœur de bâtiment. On quitte les figures de la masse pour entrer dans le deuxième thème qui habitait l'air ou habitait le vide, avec deux projets de bâtiments et puis des franchissements. Donc le premier projet qu'on n'a pas réalisé, qu'on ne réalisera pas, je pense, c'est à Beyrouth. Il est à côté de la tombe de Rafik Hariri qu'on est en train de terminer.
C'était un projet de fondation. Hariri, voilà, dans le centre de Beyrouth, ici, dans le projet de reconstitution de ce centre qui est dévasté en grande partie, conservé pour partie. Une petite parenthèse, c'est assez amusant de voir que Beyrouth, c'est une ville du sud. C'est une ville violente. Et la table rase, l'idée de table rase, elle a existé avant les modernes, et elle a existé à Beyrouth parce que toutes les civilisations qui se sont succédées à Beyrouth ont rasé les traces de la civilisation précédente. Les Phéniciens sont arrivés, ils se sont installés. Ensuite, les Romains sont arrivés, ils ont rasé la ville phénicienne. Les Ottomans, la ville médiévale a rasé la ville romaine. Les Ottomans sont arrivés, ils ont rasé la ville ottomane. Les Français sont arrivés, ils ont rasé la ville ottomane. Et là, la guerre avec, je vais revenir, avec Rafik Hariri, le projet de Solidaire, qui est un projet avec des financements sunnites, a fini de raser les lieux qui auraient pu être restaurés, mais elle n'a conservé que cette partie-là, la partie dite française, ce qui pourrait être une éloge vis-à-vis de notre culture, mais en réalité, c'est pas ça du tout, c'est que c'est là qu'il y a le maximum, on les voit, de lieux de culte, et que ça paraissait quand même très délicat de casser les lieux de culte. Donc c'est l'ensemble des mosquées ou des églises maronites et de toute confession qui ont fait que le lieu, il y en a une là, il y en a une là, il y en a une là, a pu rester dans son jus. Donc le projet urbain, il est là, ici, et il propose de faire, voilà, ça c'est la tombe, le projet de tombe qu'on est en train de finir de réaliser, la place des martyrs, enfin le cours des martyrs aujourd'hui, une bande de bâtiments, et puis le lieu où on devait faire la fondation Rafik Hariri, avec un programme indéterminé. L'idée étant de recevoir des écrivains, des artistes, des musiciens. Donc comme le programme n'était pas très déterminé, on a pensé ce projet comme un sol soulevé. C'est-à-dire il y a des colonnes, que vous voyez là, hop, et qui poussent des grands plateaux, et qui sont comme des sols soulevés. Ces colonnes, elles transportent l'air, elles transportent les gens, elles transportent les fluides, et elles sont disposées de telle sorte, parce qu'il y a du séisme aussi à Beyrouth, elles sont disposées de telle sorte qu'elles contreventent le bâtiment et qu'on puisse avoir ces grands plateaux ouverts sur la ville. Donc voilà le rez-de-chaussée, il y a une légère pente, donc on l'accentue, on la marque, on la sculpte. Avec ici les ascenseurs, escaliers. Là, ça donne une manière de gravir le bâtiment pour arriver ensuite sur des plateaux. Là, avec les circulations verticales, et là il y a les fluides qui permettent d'innerver tout le bâtiment, des balcons périphériques et puis des grandes baies vitrées qui coulissent, qui permettent d'ouvrir le bâtiment à l'air, à la lumière et à la ville. Des espaces disponibles avec une structure caisson, une grande portée, la mosquée en bas avec la tombe plus bas. Et ce bâtiment, voilà, qui s'affiche comme tel, en fait, il est réduit à ce qu'on peut considérer comme l'essentiel d'un bâtiment, c'est-à-dire une structure, une enveloppe et un dispositif de protection, en l'occurrence solaire et d'intimité, on pourrait dire. C'était compliqué pour moi au début dans ce projet d'essayer d'attraper quelque chose de Beyrouth. Et je ne savais pas quoi attraper, parce que Beyrouth, ça échappe. Hein, on parlait de l'archaïsme, quelque chose qui est très difficile à déterminer, mais Beyrouth, c'est pareil. D'ailleurs, même les gens de Beyrouth disent simplement on renonce à comprendre la ville, et c'est ce qui fait sa force. On ne peut pas la comprendre, parce qu'elle est sans arrêt, l'effet d'équilibre dynamique, elle bouge tout le temps, les alliances changent, donc c'est quelque chose de très compliqué. Et comment s'implanter avec une architecture qui ne soit pas un style international, qui ne soit pas une réminiscence de... Voilà. Puis je me suis rendu compte que, on parlait de conception tout à l'heure, que finalement, on capte des images comme ça qui nous traversent, qui s'ancrent et qui peuvent être restituées. Il y avait un bâtiment, je l'ai compris qu'après, il y avait un bâtiment qui était très beau, en tous les cas que je trouvais très beau, près de l'aéroport, et qui était, il y avait juste que la structure, avec les escaliers, les planchers, la structure, et il n'avait jamais terminé parce qu'il y avait eu la guerre, et donc il trônait comme ça, seul, dans le vide, face à l'horizon. Donc voilà, ça m'avait marqué. À Beyrouth, il y en avait quelques-uns comme ça, qui marquaient vraiment les lieux importants de Beyrouth. Donc pour moi, c'était Beyrouth. Et puis il y avait le deuxième thème, très simple, c'est celui des tissus qui pendent, en protection solaire et en intimité, qu'on trouve à Beyrouth, mais qu'on trouve à Barcelone, qu'on trouve dans tous les pays du Sud, et dont on a fait une traduction ici avec des panneaux qui peuvent s'ouvrir ou se fermer, et qui font que le bâtiment va, finalement, malgré sa structure très simple,
vivre, s'ouvrir à la ville, se refermer selon le climat, l'heure et les activités qui s'y déroulent. Bon, ça ne se fera pas. Celui-là non plus, c'est un concours perdu, mais dans le même thème. C'est aussi pour montrer comment l'agence, à partir d'un certain nombre de thèmes, elle les développe, et puis ils font... Qu'est-ce que c'est que l'initialité des projets à structure? C'était Beyrouth pour nous. Donc l'archaïsme des projets structurels, pour nous, c'est Beyrouth. Archaïsme au sens premier. C'est une bibliothèque expérimentale à Aubervilliers. Donc là, il n'y a rien, c'est plat. Ils ont rasé les usines, et donc on ne sait pas à quoi s'accrocher. Il y a un plan de masse. C'est une situation très difficile pour moi. Pour concevoir, il y a un plan de masse avec, voilà, c'est ça, à côté, il va y avoir des bâtiments, on ne sait pas comment ils sont, il y a des directions à peu près, le train il va passer là. On se pointe, il pleut, le ciel est gris, tout va bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait un projet qui fait en sorte que il soit libre, enfin les espaces soient libres, mais qui soient réduits à l'essentiel pour pouvoir précisément renforcer l'idée de la lecture et surtout l'idée de l'évolution de la lecture, parce que c'est ce qu'ils appellent la grande bibliothèque expérimentale, dans la mesure où effectivement le rapport au livre, la présence du numérique et l'ambivalence entre livre numérique, etc., elle n'est pas complètement calée, elle est en cours, elle avance, et qu'ils n'ont pas d'idée très précise de ce que sera un lieu comme celui-là. L'administration, puis des grands plateaux libres. Alors là, on a continué l'idée de Beyrouth, mais d'une manière un peu plus systématique, en se disant que la structure, elle pouvait être aussi, elle pouvait intégrer les fluides, et qu'on pouvait avoir une osmose fluide-structure unitaire, avec l'air qui circule dans les poteaux et qui file dans les poutres moisées, on pourrait le dire comme ça, en échange, reprise soufflage, avec l'intégration de dispositifs là, de chauffage et de refroidissement dans les planchers, plus après un dispositif de protection solaire, de ventilation. Voilà, ça donne... On a une nef centrale pour que la lumière rentre le plus profondément possible dans la structure, et puis on voit ces grands plateaux avec ces colonnes. En haut sont disposées les machines qui tirent et qui soufflent l'air. Ça donne ça. On peut être très vitré parce qu'on a un bon coefficient de forme, et ça donne ça. Donc une espèce de bâtiment disponible, une structure archétypale qui est donnée à l'usage, parce qu'en réalité, on peut cloisonner, on peut décloisonner, on peut faire ce qu'on veut. Et à l'intérieur, on voit les grands espaces qui sont libérés, avec les poutres dans lesquelles, voilà, dessous circulent les flux, et puis les machines qui sont dessus et qui permettent d'irriguer tout le projet en lumière et en air. Jusqu'aux lieux qui, eux, deviennent plus intimes et où on va plutôt privilégier le numérique en dehors de la lumière naturelle. Voilà, là maintenant on va rentrer dans la dernière partie avec 3 projets, ou 4, mais de pont, de franchissement. Donc on avait le creusement, la masse ancrée au sol, la masse soulevée, les structures habitables légères, et puis maintenant on finit de s'envoler, quand on est dans l'air, on est tenu par le minimum de choses possibles, et on va expérimenter le rapport au franchissement. Alors la première passerelle qu'on a faite, ça c'est le sud, c'est à Contes, dans l'arrière-pays niçois, et c'est une commande qui est passée à un artiste, Bernard Pagès. Le maire lui dit, il habite Contes, et donc le maire refait un projet ici de la place centrale, enfin on voit à peu près le thème du projet remet, il a besoin d'une passerelle qui relie les équipements sportifs, le collège, à la place centrale qui est en train de générer. Il demande une sculpture à Bernard Pagès pour marquer le coup, et Pagès lui dit, écoute, avec son accent, des cagnasseries, c'est-à-dire des trucs que je t'en ai déjà donné, des sculptures, je ne sais plus, et ça ne sert plus à rien, quoi. Alors le maire lui dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Alors le maire lui dit, j'ai une passerelle. Il dit, une passerelle, ouais, mais bon, je ne sais pas faire une passerelle, moi. Et puis il dit, mais j'ai un ami, en l'occurrence moi, on peut peut-être essayer de le faire ensemble. Et donc c'est un sculpteur qui passe, via le maire, qui passe la commande de faire une passerelle à Contes ensemble. Bon, c'est pas une grande portée, hein, c'est 30 mètres, je crois, je ne me souviens plus tout à fait d'ailleurs. Ouais, c'était une trentaine de mètres. Donc on commence avec un
un bureau d'études qui est pas, bon, c'est pas un gros spécialiste d'ouvrage d'art, mais enfin, la structure métallique qu'il connaît à peu près. La ville est là. Et on se rend compte assez vite que dans le dimensionnement d'une seule poutre, en fait, on réfléchit avec Bernard comment on peut se donner l'idée de traverser de la manière la plus simple possible. Avec même, bon, c'est pas très haut, hein, avec une petite idée de vertige, on se rend compte que cette poutre, la hauteur de la poutre, 90, c'est la différence qu'il y a entre la partie collège, ici, de la rive, vous voyez qu'elle est plus basse que celle-là, qui est plus haute, qui est la partie de la ville. Donc on cale naturellement la poutre, là, avec des escaliers qui permettent de descendre. Bernard fait la sculpture, enfin on travaille ensemble les idées, mais lui il s'occupe réellement de la sculpture, où il attrape des galets qu'il met en cage, cette ligne pointe vers le village, et puis vous voyez que, voilà, le même truc, cette poutre centrale, elle est là, et il y a des caillebotis dessus. Et la coupe, c'est ça. Le caisson, les tubes et des caillebotis. Épuré au maximum avec une partie, si on a le vertige, voilà, on peut marcher là. Sinon, on est suspendu là. Ça donne ça, la lumière passe à travers. Donc le travail et la science de la couleur de Bernard, ce jaune comme ça qui rend incandescent toutes les petites algues qu'il y a et le mimosa au printemps. Le caillebotis sert de diffuseur de lumière, ça, pour être honnête, on ne le savait pas, mais ça fait une lumière très douce, très belle. Les galets, dans la sculpture, qui pointent vers le village, qui est légèrement en pente vers là, donc qui résiste au courant. Et puis voilà, là on voit le caisson et le côté acrobatique du projet, où on peut marcher avec cette sensation réelle, vraiment, d'être suspendu. En même temps, le caillebotis, de biais, il est opaque, donc on a cette sensation quand on regarde ici, mais sinon on est quand même cerné par cet espace qui donne sur la sculpture l'eau, la suspension, les galets qui sont extraits et le ciel. Donc ce petit projet nous a permis finalement de mettre un pied dans la chasse gardée des ouvrages d'art. Les gros, là, c'est 200 et quelques mètres de franchissement, et d'y prendre beaucoup de plaisir, parce que c'est un travail qui vise à la recherche de l'essentiel pour moi, un ouvrage d'art. Il n'y a pas de filtre. Ça peut être justement ce qu'on amène nous comme architectes, je pense, c'est le rapport du franchissement au corps et à la structure, mais l'idéal qu'on se fait nous d'un pont, c'est celui qui utilise le moins de matière possible. Donc là, on est à Nantes, quartier de Malakoff, la gare qui est par là, et puis ici l'île de Nantes, et donc franchissement. Sur la Loire, avec toutes les questions, est-ce qu'on met des piles en Loire ou pas? Là c'est beaucoup, donc on va en mettre une. Et on propose de faire un pont aubané, parce que le pont est très large. Il y a 2 voies de voiture, une voie de TCSP, pardon, transport en commun, voiture, cycliste, piéton. Donc ça fait 21 mètres de large, donc c'est plutôt très large. On a un mât et on propose un pont aubané. Vous voyez ici la trace des haubans. Pourquoi? Pour des raisons très pragmatiques. La première, c'est que on pourrait mettre une structure par en dessous. On a un tirant d'air dessous pour que les bateaux puissent passer. Mais si on met une structure par en dessous, c'est les autres ponts classiques à plusieurs arches de Nantes. Ben, le pont, il va monter quelque part par là, puisque la structure est dessous, pour qu'elle laisse passer le tirant d'air pour que les bateaux passent. Et on n'a plus une vue directe d'une rive à l'autre. On a un dos d'âne et donc le lien entre une rive à l'autre est coupé. Donc structure par en dessus, ce qui permet d'avoir un tablier extra fin, 1,60 m d'épaisseur, 1 mètre de portée en latéral, et un mât, une pile qui est mise dans la Loire. Cette pile, on aurait pu la mettre un peu plus par là, un peu plus par là, ce qui nous a réglé, c'est là que, bon, on a une question technique, très claire, mais le dessin du projet, il prend aussi des questions urbaines. Cette pile, elle est là parce que dans le rapport des efforts entre cette partie du tablier et celle-là, le mât monte à cette hauteur et c'est la hauteur des immeubles à côté. Et qu'à ce moment-là, la question se pose de savoir s'il faut détruire ces tours ou pas. Et d'une certaine manière, on prend position en disant, ce lieu, c'est un lieu qui est vide. La qualité de ce lieu, c'est qu'il est vide. Parce que vous voyez l'immensité de la Loire, c'est grand là quand même. Le ciel et ces tours qui sont là, les tours de Malakoff. Donc le fait de venir ponctuer et dialoguer avec les tours, c'était pour nous en tous les cas
leur donner une sorte de dignité. Le bâtiment, le pont, le mât, il existe dans le paysage, ça c'est depuis la gare, il sert de signal. Et ce mât qu'on voit là, en fait, il devient un geste premier, qui est celui de planter la lance pour pouvoir franchir. C'est cette idée de la réduire. Donc il n'y a pas de fioriture sur le mât, il est fendu pour pouvoir accrocher les haubans, pour pas qu'on voit les accroches de façon trop lourde, mais c'est un geste qu'on a voulu le plus simple possible, qu'on a renforcé par les éclairages. Là on voit bien, hein, voilà, la pile, hop, le mât, et puis tout ça n'est pas éclairé. Le tablier est éclairé pour des questions réglementaires, mais il n'y a que la pile, que la pile qui est éclairée, dont on voit le rapport qu'elle a avec les tours qui sont conservées finalement, hein, qu'ils ont réhabilité. Je ne dis pas que c'est le pont qui les a aidés, mais disons que ça a participé au débat. Cette fameuse pile. Et là, dans les ouvrages d'art, il y a quelque chose qui petit à petit est venu à ma conscience et qui me passionne, c'est que un pont, ça se dessine en grande partie avec ce qui ne se voit pas. C'est-à-dire c'est le sous-sol qui détermine l'ouvrage d'art. Si le sol est mou et qu'il est comme à Nantes, période d'alluvion, le bon sol il est à 30 ou 40 mètres dessous, donc on ne peut pas envoyer des charges biaises parce que ça coûte une fortune et que vous passez plus tout le budget du pont de façon inutile dans les fondations. Et quand vous êtes en montagne, qu'on est sur la roche, on peut avoir des ponts arqués. Donc, ceux qui ne se voient pas dessinent pour partie le sol. C'est pour ça que les ponts d'estuaire, sur des sols qui sont souvent mous, sont des ponts avec des structures par en dessus, parce qu'effectivement, il faut dégager le tirant d'air, mais c'est aussi parce qu'ils permettent aux efforts de descendre de façon verticale, c'est-à-dire de minimiser l'utilisation de la matière. D'ailleurs, pour l'anecdote, on a fait passer le pont en soufflerie. Il y a une fente centrale ici qu'on a voulu pour des questions architecturales, c'est-à-dire éclairer sous les rives, parce que 21 mètres c'est beaucoup, avoir un point de lumière, pouvoir cacher pour partie tous les ancrages, parce que c'est puissant, hein, il y a des tonnes et des tonnes là sur chaque auban, pour qu'il soit le plus léger possible. Cette fente nous a sauvés, parce que quand on a fait les essais de résistance à l'air, s'il n'y avait pas cette fente, il y aurait une telle compression ou dépression d'air dessous que le pont ne tenait pas, comme un aileron de voiture de Formule 1. Donc le vide dans lequel on venait accrocher les haubans avec les deux caissons et les porte-à-faux de structure a permis au pont d'être aussi fin que ce qu'il est. Voilà, ce vide, nous, au début, il était vu et conçu pour amener de la lumière sur les rives, parce qu'on passe sous les rives, et puis pour accrocher, mais en réalité, il a été essentiel pour la constitution même de l'ouvrage. Sa tenue au vent. Les efforts, sur la photo qui est floue, je ne sais pas pourquoi, mais bon, ici, cassé, et puis un soin particulier. Quand je vous parlais de force et forme, là on est vraiment directement, évidemment, sur cette question, et le fait d'avoir cette espèce d'écaille de crocodile comme ça qui tient tous les haubans, et qui a été... C'était compliqué à mettre au point parce qu'il y a tout un tas de questions techniques, l'effet de sentir l'effort à un moment donné, mais sans qu'il soit gênant, parce que souvent sur les ouvrages d'art, quand c'est à côté, on passe, voilà, on sent l'effort, on sent que ça tire, mais pour finalement donner quoi? Cette sensation de légèreté, parce qu'on a un plan de structure centrale, on ne les a pas mis sur les côtés, pour jouer à fond cette question du belvédère, parce qu'être sur l'eau, en ville, face au ciel, c'est quand même un moment toujours très particulier. C'est une sensation très forte qu'on a de la nature en ville. Voilà, c'est-à-dire, en fait, tous ces efforts, et tout ce que je vous ai dit, ça se résume quand on est piéton et qu'on traverse à ça, quoi. Il y a une main courante, et puis on regarde la Loire. Et les ponts à côté. Ça, c'est un pont sur un autre thème, enfin, on est sur un plan de structure centrale aussi, à Strasbourg. C'est un pont qui relie Strasbourg à l'Allemagne. Alors, je crois que l'Allemagne est là, oui. Donc, oui, c'est ça. C'est le pont sur le Rhin. Et là, pendant le concours, on se pose évidemment la question de la frontière France-Allemagne. Comment on la marque? Qu'est-ce qu'on dit? C'est vrai qu'habituellement, la frontière, ça se marque soit par un belvédère, soit par quelque chose de particulier. Et puis... il voulait un signal fort, sans doute une pile au Bannet. Bon, on avait déjà fait un pont au Bannet. Et puis on s'est dit, finalement, pourquoi marquer la frontière maintenant? Au moment de l'Europe, on va plutôt dire on va plutôt jouer le fait qu'on traverse
Voilà, comme en ricochet d'un pas léger, avec un double bowstring, qui est là, avec un plan décalé. Là aussi, ça porte pas mal de tonnes, puisqu'il y a les trams qui passent d'un côté, puis circulation dite douce de l'autre, avec les vélos et les piétons. Voilà, un double bowstring, mais qui est fendu au milieu pour que les haubans, que vous avez vu sur l'autre banc, une grosse dimension, ici, en étant multipliés par 2, ils s'accrochent au même endroit, mais ils sont beaucoup plus fins. Et donc, ils arrivent à donner en transparence visuelle l'idée, d'où la présence, la sensation plutôt d'une passerelle que d'un pont, même s'il reprend les charges d'un pont très sérieusement. Là, on a une idée de cette idée de traverser légèrement par un ricochet la frontière sans la marquer outre mesure. Voilà, c'est là qu'on voit que ces haubans, c'est plutôt de l'ordre d'une passerelle, parce qu'ils sont dédoublés, sinon ils auraient été beaucoup plus gros si on avait un seul arc. Puis ça prend le ciel. Voilà, c'est une manière, là encore, de décliner cette idée d'être suspendu sur l'eau face au ciel. Le dernier projet, encore un pont, pas loin d'ici, le pont Renault, avec des images qui datent. Il faudrait que j'en reprenne d'autres, puisque maintenant il y a la Cité de la Musique qui est là. Il y a tout le parvis qui est aménagé, et puis toute la partie Boulogne là, est quasiment terminée, même. La Tour Nouvelle n'est pas encore là. Voilà. Donc le concours, c'est relier le Courseguin à Lille, avec... En fait, c'est notre premier pont, celui-là. Je termine avec celui-là, mais c'est le premier pont qu'on a fait. Avec un problème particulier qui est celui de passer au-dessus de la RD1, la route départementale numéro 1 qui est là, et atterrir dans l'espace public. Donc le franchissement lui-même, bon, voilà, c'est un franchissement. On est dans le classique, on a 160 mètres, 180 mètres, donc on arrive à franchir d'une seule manière. On a plusieurs manières de franchir. Le sujet, c'est ça. Le sujet compliqué, c'était ça quand même. Comment traverser, oui, mais comment ici arriver avec un ouvrage qui ne présente pas une culée dans l'espace public, parce que à partir de 3 mètres, on peut commencer à imaginer passer sous le pont à partir de 3 mètres, donc ça veut dire qu'à 10%, ça fait au moins de 30 mètres de murs de part et d'autre. Dans un espace tendu comme ça, c'était pas gagné, c'était pas facile. Donc, on a proposé, avec un parking dessous, ça c'était en réalité ce qui nous a sauvés. L'idée étant qu'on arrive, on pose sa voiture, on prend le pont, et même s'il peut y avoir de la circulation automobile ponctuelle, le parking, c'est le lieu où on pose la voiture, on franchit le pont à pied. Donc on s'est dit, dans l'espace public, on va faire un pont le plus fin possible, qui prenne en compte que les piétons et les 2 voies d'automobile, et on va raccorder au quai et au Courseguin, ici, 2 branches, et le pont va s'épanouir et s'élargir. Là, on est plus large, on le voit hein, très nettement qu'ici. La largeur moyenne au concours était un mix entre les deux. Donc ce qu'on a enlevé là, on l'a mis là pour avoir, comme une fleur, quelque chose qui se déploie sur la scène. Mais avec une idée simple d'une lame tendue, directe, le plus fin possible sur l'île, et qui atterrisse avec, là on le voit, une culée qui n'existe pas, parce qu'on a mis sous, la culée aurait dû être là, hein, à peu près, comme ça. On a mis là-dessous l'accès au parking, on va voir les images après, et donc, au lieu d'avoir une culée, on s'est servi voilà, du pont pour accéder au parking qui est dessous. Donc une lame la plus simple possible, qui se déploie avec des structures, voilà, hop. On voit le caisson central, les plumes qui se déploient. Cette idée voilà, d'une lame d'un morceau de route quoi, hein, qui se soulève et qui file sur l'île. Le patio du parking dessous qui permet d'avoir des vues transversales. Et puis le pont, voilà le caisson central, ce qu'on appelle les plumes, parce qu'il y a des réseaux qui passent dedans, qui tiennent en encorbellement les parties piétonnes. Le caisson, c'est l'endroit le plus résistant, c'est là où passent les voitures. Et puis on s'est servi des efforts et des forces qui parcourent l'ouvrage pour les mettre en rapport avec des sensations physiques, et notamment celle du franchissement, ou celle d'être, comme je le redis, hein, c'est ce thème
récurrent dans le paysage naturel avec cette sensation, capter cette sensation de nature qu'on a lorsqu'on est sur un fleuve. Là, on est où il y a le moins d'efforts, c'est-à-dire sur l'île, sur la rive de l'île. Donc le caisson, il est là, il fait une certaine hauteur, je crois qu'il fait 1,60 m aussi 1,70 m à cet endroit-là. Et on a les grands plateaux piétons, automobiles ici, avec les bornes qui protègent les piétons et cyclistes sur les bords. Les réseaux qui passent, mais ça c'est anecdotique. Et puis, quand la charge augmente, cette partie-là grossit. Voilà, là on a 8 ou 9 000 tonnes de charge verticale, donc le caisson a besoin de grossir. Et quand il grossit, on se sert des plumes, comme d'un pantographe, pour distinguer une partie haute, partie en plomb-là rapide, donc on a toujours les voitures, toujours au même endroit sur le caisson, et puis en piéton, on peut traverser comme un trottoir assez rapidement, et sur la partie la plus haute, des gradins avec une circulation basse. Et là, on a un dispositif donc, qui permet de traverser le pont, de s'asseoir, de prendre un bouquin, de lire au soleil, et puis aussi de radicaliser cette sensation d'être en l'air, puisque comme sur le cimetière, que je vous ai montré au début, on a un dispositif de saut de loup. C'est-à-dire quand on est là, les pieds, c'est la hauteur du garde-corps, et donc on n'a pas de garde-corps en face de soi. On est propulsé directement dans le paysage. Voilà, on voit ces gradins, la partie où le caisson est plus haut, puis le caisson, vous voyez, il s'affine, et il devient plat, tout à fait au bout, avec ici la partie circulation. Alors ça donne des images amusantes, puisque ce pont, puisque cette partie-là est pleine, il masque l'épaisseur du caisson, donc on a l'impression que c'est une passerelle, c'est pas un pont, c'est pas une hauteur de pont. En revanche, quand il est parcouru, on est dans une chose parfaitement étrange, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les voitures sont déjouées et qu'elles sont posées sur les garde-corps. Et on voit donc apparaître comme ça au sommet de l'ouvrage les gens et les voitures. Les gens qui lisent, voilà. Les gens qui marchent pas sur l'eau, mais sur l'air. Cette sensation un peu particulière. Là, on revient finalement au thème bachelardien. Vous avez compris que dans l'explication ou dans l'approche que je fais de l'archaïsme, il y a les éléments premiers, il y a une approche phénoménologique, mais largement bachelardienne. Donc la terre, le ciel, l'eau. Là, on a tous les éléments. Le patio central, avec, là, on le voit à hauteur d'œil, la capacité qu'a le pont à laisser le regard filer. Voilà la coupe. Et là, on a mis en scène cette idée, parce que bon, on se gare dans un parking et on traverse le pont et on va sur l'île, ok. Mais se garer dans un parking, c'est comme pour la gare de Bagneux, c'est quand même aller dans le dedans de la terre et des parois moulées, c'est un effort. Enfin, on est dedans de quelque chose dans un parking. Et donc, on a creusé tout le patio ici du parking avec sous le pont, sous l'ouvragère avec des escaliers. On le voit, ça descend pour amener la lumière naturelle et faire en sorte que on imprime dans les espaces et dans la séquence du parcours l'idée qu'on est dans le dedans de la terre et que progressivement on va monter vers la lumière, vers le... Voilà, là on voit les escaliers, les niveaux de parking, donc on est là. Par ici il n'y a pas de lumière naturelle, on approche, on atterrit par la lumière naturelle, on remonte, et on remonte progressivement jusque sur le haut du tablier. Voilà, c'est la nuit. Là, les transparences avec le parking. Donc de jour, la lumière rentre, on parcourt, on remonte. On n'a pas besoin de signalétique pour savoir où est le pont et pour savoir comment le prendre pour aller sur l'île. Et on finit, voilà, posé ou propulsé par ce qui logiquement doit donner une sensation de lourdeur. Quand on est à l'appui avec les 8000 tonnes, ben c'est à cet endroit-là qu'on se sent le plus léger. Donc on a détourné les forces et les efforts qui sont en jeu dans le pont pour pour exprimer l'inverse, c'est-à-dire mettre en scène une séquence qui permet d'aller de l'intérieur de la Terre jusqu'à cette vue qui est, même si le bâtiment est construit, je crois qu'elle est à peu près jusque-là, la cité aujourd'hui, tout ça, ça va rester vide, on aura toujours cette vue extraordinaire sur les collines de Meudon et à l'arrière sur le projet de Boulogne. Voilà, je vous remercie.